Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je me porte bien. Pendant plus de 2 décennies, un médecin de famille, Harold Frederick Shipman, a tué des centaines de femmes âgées et a même aidé un village calme et paisible dans le grand Manchester au Royaume-Uni. Même si on a pu le condamner formellement que de 15 meurtres, il est certainement l'un des pires tueurs en série connus de l'histoire britannique. Une véritable machine à tuer qui a sévi pendant plus de 20 ans. Son cas a eu un impact profond sur la pratique de la médecine au Royaume-Uni. Bref, installez-vous, n'oubliez pas les petits abonnements et les petits likes, et puis nous, on est parti. Générique. L'histoire ici commence le 24 juin 1998 lorsque Kathleen Grundy, une riche veuve de 82 ans, est retrouvée morte à son domicile. Kathleen était une femme âgée, en bonne santé, avec une vie sociable bien remplie. Elle faisait du bénévolat pour plusieurs organisations caritatives, dont 2 se situaient dans des bureaux juste en face du cabinet du docteur Shipman. Lorsque la femme s'est déplacée à son cabinet pour se faire soigner d'une otite, Shipman a pris des dispositions pour aller chez elle le lendemain matin et prélever un échantillon de sang pour un examen de routine. Lorsque Madame Grundy ne s'est pas présentée à l'organisme caritatif du local où elle servait habituellement les déjeuners, les collègues inquiets ont décidé de lui rendre visite. À leur arrivée, ils ont trouvé la porte de la maison entrouverte et ont même trouvé Madame Grundy recroquevillée sur le canapé, entièrement vêtue et décédée. Mais que s'est-il passé? On appelle alors le docteur Shipman qui l'examine et dit qu'elle est morte d'un arrêt cardiaque. Le même jour, le cabinet d'avocats de la ville reçoit une copie du testament nouvellement rédigé, laissé par Madame Kathleen Grundy. Ce nouveau testament est entièrement en faveur du docteur Shipman. La fille de Madame Grundy, Angela Woodruff, qui avait 58 ans, reçoit une copie de ce nouveau testament de sa mère. Elle n'était pas au courant que sa mère voulait changer le testament. D'ailleurs, elle avait toujours dit qu'elle voulait tout léguer à ses petits-enfants. Elle conservait même une copie de son testament dans son propre bureau. Angela ne comprend rien. En regardant de plus près le document reçu, elle découvre qu'il est grossièrement tapé avec une grammaire médiocre et pleine de fautes d'orthographe. Sa mère était une femme très cultivée et très soignée. Elle ne pouvait en aucun cas être la personne responsable qui a écrit ce papier. Angela est sûre que c'est un faux testament et demande que le document soit examiné. Angela, alors intriguée par le faux document, se rend dans le Grand Manchester et parle à 2 témoins présumés du testament. Tous 2 sont patients du docteur. Il leur avait demandé de viser un document pendant que Madame Grundy était dans son cabinet de consultation. Angela est maintenant certaine que le docteur Shipman a transféré ses signatures sur le document. Un mois exactement après le décès de Madame Grundy, Angela confie ses soupçons à la police de Manchester. L'enquêteur chargé retrouve les empreintes digitales du docteur Shipman sur le testament de Madame Grundy. Alors quand l'enquêteur l'a interrogé, il a affirmé qu'il n'avait jamais vu ce document. De plus, la vieille machine à écrire de marque Brother qui a servi à taper le document appartient au docteur. Pour expliquer cela, il dit que Madame Grundy lui emprunte souvent sa machine à écrire, mais quand l'enquêteur lui demande qui a pu lui rapporter après le décès de Madame Grundy, il se tait, ne trouve rien à dire. L'enquêteur constate aussi qu'une entrée d'ordinateur dans le système de Shipman indiquant que Madame Grundy s'est plainte de malaise et n'avait été créée que le lendemain de sa mort. Vraiment bizarre. L'enquêteur transmet les conclusions de son enquête à sa hiérarchie et les autorités compétentes décident d'exhumer le corps de Madame Grundy et de le faire examiner par un médecin légiste afin de déterminer la cause exacte du décès de Madame Grundy. Dans la petite communauté, la nouvelle se répand rapidement et la population fait bloc derrière son médecin. Le docteur Shipman est un médecin aimé et respecté dans le village, mais les résultats de l'autopsie ne font pas mystère. Aucun problème d'ordre physique n'a été décelé chez Madame Grundy. Elle n'est pas morte d'une crise cardiaque
ou de vieillesse, comme le prétend le certificat de décès signé par le Dr Shipman. Par contre, on retrouve de la diamorphine dans son organisme, largement de quoi pour tuer. Évidemment, Kathleen Grundy ne souffrait d'aucune maladie grave qui aurait nécessité un traitement à la morphine. Alors, qui a pu lui injecter une dose aussi forte de morphine? Toutes les hypothèses se dirigent évidemment vers le médecin traitant, le Dr Shipman. Le 7 septembre 1998, le Dr Shipman est arrêté. Il est accusé du meurtre de Kathleen, mais là, l'affaire ne fait que commencer. Au cours des 20 dernières années, le Dr Shipman a signé des centaines de certificats de décès et beaucoup concernent la mort de personnes âgées, décédées brusquement. Les enquêteurs examinent les certificats de décès. Ils dressent une liste de 15 décès qu'il estime devoir examiner en priorité sur cette liste. 9 des victimes ont été enterrées et 6 ont été incinérées. Le commissaire chargé de l'affaire ordonne de nouvelles exhumations. Les membres des familles interrogées racontent une histoire similaire à celle de Kathleen Grundy. Les enquêteurs réalisent alors que le Dr Shipman n'était peut-être impliqué que dans une seule affaire de mort suspecte. On déterre les corps et on procède à des analyses sur les 9 victimes exhumées et dans la plupart des cas, les médecins légistes retrouvent de la morphine dans l'organisme de tous les corps. Dans la plupart des cas, le Dr Shipman certifie avoir procédé à un examen externe complet du corps. Pourtant, toutes les victimes sont retrouvées assises et entièrement habillées avec les chaussures, les manches boutonnées jusqu'au poignet et la robe boutonnée jusqu'au cou. Comment peut-on faire un examen complet d'un corps dans ces circonstances? Et comment peut-on dormir paisiblement dans son canapé après une crise cardiaque? Les rumeurs se propagent dans le village. Les patients du Dr Shipman commencent à se poser des questions. Certains n'hésitent pas à surnommer le docteur l'ange de la mort et d'autres personnes affirment que c'était un bon docteur et qu'il soignait bien. Et c'est vrai que ces patients ont tendance à mourir un peu trop subitement. L'entrepreneur de pompes funèbres du village, Monsieur Mallette, raconte aussi que depuis un certain temps, il a constaté qu'il y a de plus en plus de demandes de crémation. Le 11 octobre 1999, le procès du médecin réputé Shipman s'ouvrait. Il est très suivi par tout le pays et les patients du Dr Shipman sont là. Ils trouvent bizarre que leur médecin traitant soit là dans le box des accusés, mais que les médecins experts qui ont fait des recherches ne soient pas là. Aucune compassion pour l'accusé. Harold Shipman est accusé de 15 meurtres. Pour l'accusation, il est clair que le Dr Shipman a tué ses victimes par l'injection de morphine. Il a déclaré que ses patients, y compris Madame Grundy, prenaient de la morphine à son insu. Elles étaient tous des toxicomanes, selon sa version des faits. L'accusation apporte des preuves prouvant que le docteur a falsifié les dossiers médicaux de Kathleen Grundy et changé plusieurs dates pour suggérer une addiction à la morphine. Et ce n'est pas le seul document à avoir été falsifié, les preuves sont accablantes. Mais le Dr Shipman n'a pas encore eu le temps de s'expliquer et prend la parole lors du 45e jour de procès. Il continue d'affirmer haut et fort son innocence, mais au cours du contre-interrogatoire, il est incapable d'expliquer pourquoi les 15 femmes étaient tous mortes 1 à 2 heures après sa visite chez elle, ni même pourquoi il gardait une importante réserve de morphine dans son cabinet. Les jurés ont délibéré pendant 6 jours tellement que le dossier de l'affaire était énorme. C'est donc le 31 janvier 2000, toute la famille des victimes présumés se rendent au tribunal pour entendre le verdict. Le Dr Shipman a été reconnu coupable de détournement des biens de Madame Kathleen Grundy et de 15 meurtres. Le juge le déclare coupable de haute trahison et le condamne à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La justice est rendue. Pourtant, l'affaire est loin d'être terminée. Le gouvernement britannique demande l'ouverture d'une enquête afin de découvrir que le Dr Shipman a tué d'autres de ses patients. Parce que oui, il est évident qu'il n'a pas tué uniquement 15 victimes. Et les conclusions sont terrifiantes. Entre 1970 et 1991,
Harold Shipman a tué 71 de ses patients. Ensuite, au cours des 6 années qui ont précédé son arrestation, alors qu'il exerçait en tant que médecin généraliste au cabinet Market Street Haid, il a fait au moins 543 victimes. Sur les 543 victimes, 115 victimes connues, 171 femmes et 44 hommes. En d'autres termes, en 1990, l'année où il a été arrêté, le docteur Shipman tuait au rythme d'une personne par semaine. Le nombre de victimes tuées fait d'Harold l'un des pires tueurs en série de l'histoire. Il a été arrêté par une erreur stupide de faux testament, tapé grossièrement par sa propre machine à écrire. Le docteur était-il si imbu de sa personne qu'il se croyait au-dessus de tout soupçon et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, ou bien par ce geste se faire arrêter et être reconnu pour son œuvre macabre? Les deux suppositions sont possibles. Et puis, quel était son mobile pour tuer toutes ces personnes? Apparemment, ce n'était ni pour l'argent, ni pour le sexe. Alors pourquoi l'accusation avait déclaré lors du procès, alors que la seule raison pouvait être qu'il avait pris plaisir à exercer le pouvoir, celui de la vie et celui de la mort? Le psychiatre Dr Richard Bach a déclaré que le tueur en série a montré des symptômes de nécrophile classique. Alors, qui était-il vraiment? Harold Shipman est né à Nottingham. C'était un enfant studieux et solidaire. C'est en 1963, alors qu'il avait 17 ans et entamé des études de médecine, sa mère décède brutalement d'un cancer. Un deuil terrible qui a peut-être été à l'origine de son obsession à provoquer la mort. Le traumatisme causé par le décès de sa mère et son incapacité à nouer des relations significatives et son arrogance auraient pu se combiner avec un besoin de contrôle pour lui donner un plaisir pervers de causer la mort. C'est avec son diplôme en poche qu'il devient médecin généraliste dans un cabinet de groupe à la mode. Malheureusement, l'histoire se termine le 13 janvier 2004, 4 ans après sa condamnation. Il a été retrouvé pendu dans sa cellule de prison. Il avait dit qu'il se donnerait la mort avant ses 60 ans pour que sa femme touche la totalité de sa retraite. Sa mort froide et calculée a été préméditée comme ses multiples meurtres. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. Et mettre un petit like à cette vidéo, ça m'encourage énormément. Et puis nous, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt.